je me dis que c'est souvent en fait les mauvais élèves qui expliquent le mieux les choses, hein. C'est-à-dire que je me suis rendu compte pendant longtemps que je croyais savoir ce que c'était un jumeau numérique, et j'ai récemment compris que je me trompais. Et donc, je vais peut-être pouvoir justement vous montrer en gros où j'ai commis cette erreur. Et peut-être que ben, voilà, vous allez me dire, bah oui, mais c'est évident. Mais bon, c'est moi qui ai le micro. Donc, juste avant de parler de ça, donc, je suis très content que un certain nombre d'entre vous aient pu visiter le centre Ingénierie et Santé. C'est vraiment bon, ben, un honneur pour nous d'avoir pu accueillir ce colloque ici. Je remercie tous les gens qui ont participé à l'organisation. J'ai l'impression que c'est un vrai succès. Et bon, à chaque fois, ben, organiser quelque chose, c'est pas évident. Et donc, bravo à tous ceux qui ont porté ça. Je suis content que tous les gens qui participent à des recherches ou des travaux en lien avec la santé, l'ingénierie de la santé, les technologies de la santé à l'IMT, aient pu se réunir à Saint-Étienne. On en était très fiers. On ira ailleurs la prochaine fois, mais voilà, je tenais à le dire. Voilà, donc ma présentation, elle va partir du principe qu'on s'est fixé quasiment au départ quand on a fondé ce centre Ingénierie et Santé. C'était de se dire qu'il faut qu'on travaille en étroite collaboration avec des cliniciens. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait construire ce bâtiment que vous avez vu, pour ceux qui l'ont visité hier, à côté du CHU. On avait déjà des collaborations historiques avec les cliniciens et on avait vraiment envie de les renforcer. Et donc, personnellement, j'ai établi une collaboration avec un clinicien, un chirurgien vasculaire, qui s'est construite avec le temps et qui est un peu le pilier de toutes les recherches que j'ai été amené à faire dans le domaine cardiovasculaire. Et ça nous a semblé essentiel comme stratégie. Je veux dire, il y en a d'autres, mais nous, c'était vraiment ça la motivation depuis le début. Et on a décidé, donc, avec ce chirurgien vasculaire, de s'intéresser aux problèmes posés par les anévrismes de l'aorte. Donc, je ne sais pas si tout le monde ici connaît la problématique des pathologies de l'anévrisme de l'aorte, mais en fait, c'est des pathologies qui sont extrêmement graves, en fait, puisque une fois qu'un anévrisme, donc c'est une dilatation, un affaiblissement de notre aorte, hein, donc c'est vraiment l'artère principale de notre corps, et bien lorsque cette pathologie elle apparaît, la suite, c'est irréversible. Il n'y a pas de médicaments, souvent c'est très difficile à détecter, et le pire, c'est qu'une fois que c'est détecté, eh bien, on ne sait pas quoi faire. Il n'y a pas de médicaments, comme je l'ai dit, et la seule façon de pouvoir, on va dire, soigner, c'est la chirurgie. Voilà. Et je pense que bon, personne n'a envie, comme on dit familièrement, d'aller sur le billard, mais en plus, il se trouve que pour une chirurgie de l'aorte, c'est vraiment des chirurgies qui sont très lourdes. Alors heureusement, il y a des nouvelles technologies mini-invasives qui ont été développées, mais il se trouve que, à la fois, la problématique de la détection, du diagnostic, de la prise de décision pour la chirurgie et de l'assistance à la chirurgie, eh bien, petit à petit, les collaborations qu'on a mises en place avec le chirurgien avec lequel on travaillait ont montré que la discipline scientifique fondamentale pour expliquer tout ça et pour aller aider les chirurgiens, c'était la mécanique. Voilà, donc c'est bien tombé parce que c'était ma discipline. Et donc, on a décidé de mettre en place un espèce de cadre de travail dans lequel, qu'on a appelé Aortic Lab, et dans lequel on développe des modèles mécaniques de l'aorte et de ses interactions avec des dispositifs qu'on va mettre à l'intérieur, comme ici par exemple une endoprothèse, et également faire des calculs assez standards en mécanique
de se dire qu'est-ce qu'il y a dans l'aorte, il y a du sang, qu'est-ce qui fait ce sang? Eh bien, il applique une pression qu'on a toute notre vie. C'est comme, en fait, notre aorte, elle subit ses forces toute notre vie. Et à un moment, c'est quand même intéressant de savoir ces forces en termes de résistance, à quel niveau elles se situent. Donc, c'est des choses en mécanique, on le fait très bien. C'est comme ça qu'on dimensionne les ponts, etc. Donc, voilà. Donc, on a mis en place ce cadre de travail petit à petit. Et puis, eh bien, ça nous a conduit à un succès fou à un moment. Enfin, c'est vraiment, ça nous est tombé dessus. Avec 2 collègues, on était vraiment, j'allais dire, on va dire, au début de cette aventure. Et on a déposé la même année un projet ERC, et on a tous les deux obtenu le financement sur des projets assez similaires en plus, mais ce n'étaient pas les mêmes jurys. Enfin, donc ça ne s'est pas impacté les uns les autres. Donc on s'est retrouvé vraiment avec la possibilité d'accroître énormément l'impact de ce cadre de travail dans lequel on s'était placé. Et donc on a décidé d'aller vers un objectif beaucoup plus ambitieux, qui est de se dire, aujourd'hui, on peut établir un modèle numérique qui prédit tout sur l'aorte. C'est-à-dire comment un anévrisme va se développer, à quelle vitesse, combien de temps ça va durer pour qu'il résiste, à quel moment il faut intervenir, quel est le risque de cette intervention, comment faut la faire, quel dispositif faut mettre. Donc en intégrant à la fois des questions mécaniques, mais de biologie également, puisqu'en fait le développement de la pathologie, en fait, son explication puise, ça va jusqu'au noyau des cellules, j'allais dire. Et donc, voilà, donc il a fallu qu'on développe des recherches tout azimut, à la fois en mécanique de fluide, mécanique du solide, etc., pour tout expliquer et pour tout modéliser, et surtout de manière patient-spécifique. Et donc, c'est là qu'on a commencé à dire, on fait un jumeau numérique. Okay. Et donc, en fait, c'est pas un jumeau numérique, mais en fait, ce qu'on s'est mis à vouloir faire, il faut l'appeler, c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui, un patient virtuel, d'accord? Alors, c'est vrai qu'après, on s'est plus mis à dire un jumeau numérique, parce qu'une fois, j'ai entendu quelqu'un qui parlait du patient virtuel, et puis j'ai entendu quelqu'un dans la salle qui disait « il ne doit pas être dur à soigner, celui-là ». Et donc, je me suis dit « oui, c'est peut-être pas le meilleur vocable pour parler vraiment de ce qu'on fait, quoi. » Mais voilà. Et donc, parmi ces recherches qui ont été développées, il y a des recherches d'abord de ce qu'on appelle la biomécanique expérimentale. Et donc, on a mis en place un protocole où on a recruté tous les anévrismes de l'aorte qui étaient opérés au CHU de Saint-Étienne. Et on les a inclus donc dans un ensemble de tests, donc des tests biomécaniques où on vient mesurer les propriétés d'élasticité, de résistance de ces échantillons. Et ensuite, également, on vient mesurer leur microstructure avec des techniques d'imagerie qui permettent d'observer la structure à différentes échelles, à une échelle, on va dire, plutôt d'organisation en termes de couches, jusqu'à une échelle fibrillaire où on voit donc des protéines comme le collagène et comme l'élastine, comment elles sont organisées ou comment elles sont désorganisées en fonction de la manière dont l'anévrisme a évolué et comment ceci est relié aux propriétés mécaniques. Donc ça, c'est une première chose qui nous a permis d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension. Au niveau numérique, on s'est dit que cet aspect qui avait été révélé par les tests dont je viens de parler, a montré la nécessité de prendre en compte l'aspect multi-échelle. Donc on a développé des modèles à plusieurs échelles, à l'échelle de ces fibres de collagène, de ces fibres d'élastine, pour aller jusqu'à l'échelle de l'artère en entier, puisque en fait, vous savez, comme notre cœur bat, il y a des effets dynamiques, et en fait, la manière dont une onde de pouls, par exemple, va rebondir au niveau abdominal peut impacter la réponse mécanique au niveau thoracique, par exemple. Donc en fait, c'est vraiment un problème multi-échelle qu'il a fallu considérer. On a également mis en place un
un aspect qui était nouveau pour nous, qui était un aspect de simulation des écoulements fluides. Donc, je tiens à signaler à ce sujet qu'on a pu bénéficier beaucoup des collaborations inter-écoles au niveau IMT à ce niveau-là, puisque en fait, c'était important pour nous de reconstruire de la manière la plus précise possible les géométries de l'aorte pour pouvoir eh bien, les exploiter dans ces simulations fluides, puisqu'en fait, les données initiales, ce sont des scanners qui étaient acquis sur chaque patient pour lesquels on a fait... C'est vrai que vous ne voyez pas très bien, alors peut-être qu'on ne voit pas le bout d'anévrisme, peut-être que pour certains, c'est pas plus mal, je sais pas. Et donc, ce que je voulais dire, ouais, c'est que donc, on s'est mis à exploiter donc, pour chacun de ces patients qu'on avait inclus dans notre étude, on avait eh bien, des données d'IRM, IRM4 des flux. Donc, ça veut dire qu'en fait, dans cette séquence d'IRM, on est capable d'avoir à la fois une magnitude qui nous donne une espèce de topologie interne, mais également, eh bien, on a les flux, et les flux donc, vont nous donner des données sur la vitesse d'écoulement du sang qui vont informer nos modèles pour pouvoir ensuite reconstruire de manière plus fine eh bien, une chose essentielle qui participe au développement des anévrismes, qui est ce qu'on appelle la contrainte de cisaillement pariétal. Alors, en anglais, on dit le wall shear stress, et en fait, c'est la force avec laquelle le sang va venir caresser la paroi interne de l'artère. Et en fait, si elle n'est pas conforme, on va dire, à ce que les cellules qui tapissent la paroi interne ont l'habitude d'avoir, eh bien, ces cellules vont envoyer des signaux chimiques à l'intérieur de la paroi et qui vont relâcher un petit peu la tension de cette paroi, et c'est souvent en fait un facteur déclencheur des anévrismes de l'aorte. Donc il a fallu aussi qu'on s'intéresse eh bien, aux simulations fluides et qu'on corrèle ces résultats eh bien, avec les résultats qu'on obtenait sur la résistance des anévrismes, tout ça pour pouvoir bien comprendre justement le développement, l'affaiblissement de la paroi. Voilà, donc on a mis en place un workflow complet donc pour arriver à comprendre eh bien, donc, à partir de quand il faut faire une intervention clinique. Et puis à côté de ça, eh bien, on a intégré aussi un autre workflow, ça s'est fait en parallèle. C'était notamment dans le cadre de la thèse de doctorat de David Perrin, qui sera à la table ronde juste après. Donc, il sera présenté par quelqu'un d'autre. Mais donc, David, lui, ce qu'il a mis en place, c'est des simulations numériques qui prédisent comment une endoprothèse, qui est l'instrument qu'on va utiliser, en fait, c'est un stent recouvert d'un textile, qui va permettre d'éviter que l'anévrisme continue à recevoir la pression du sang, puisqu'en fait, c'est ça qui va créer eh bien, le cercle vicieux qui conduit à une éventuelle rupture un jour. Et donc, il a simulé numériquement le déploiement de ces outils de telle manière à ce qu'en fait, on puisse conseiller les chirurgiens, les assister, et surtout conseiller les fabricants de ces dispositifs, car pour un certain nombre, 20 000 cas quand même dans le monde chaque année, ils doivent les faire sur mesure. Et donc, pour faire ces dispositifs sur mesure, alors qu'en fait, on ne peut pas ouvrir le patient, il faut utiliser l'imagerie, mais la simulation numérique, donc on a montré que c'était beaucoup, beaucoup plus utile. Donc, encore une fois, on s'est dit, bon, ben, on va mettre l'endoprothèse dans le patient virtuel, et comme ça, on saura si elle a la bonne taille, et si elle n'est pas à la bonne taille, on va l'ajuster. Et une fois qu'elle sera bien ajustée, eh bien, on saura qu'on peut la mettre sur le patient réel. C'est ce qui a conduit donc à la création de la start-up Predisurge. Donc en fait, on retrouve David, puisque c'est lui le CEO aujourd'hui de la start-up, en fait, CEO donc, maintenant dirigeant de 15 personnes environ. Donc vous pouvez vous dire, bon ben ça s'est bien développé. Alors c'est surtout que en fait, eh bien, à côté de ces simulations numériques, il faut surtout développer toute la plateforme, on va dire, plutôt la plateforme
informatique qui va permettre justement et qui permet eh bien, aux cliniciens, aux industriels de pouvoir exploiter cette technologie de manière à pouvoir eh bien, en fait, avoir chaque patient pour lequel il y a un besoin de traitement, eh bien, d'avoir une simulation qui soit réalisée et ensuite qui puisse être exploitée soit pour faire la prothèse sur mesure ou même pour assister les chirurgiens pendant l'intervention. Voilà, donc en gros, on m'a demandé une présentation sur le jumeau numérique. Je vous ai fait une présentation jusqu'à présent sur le patient virtuel. Hein, et je vous le dis vraiment, c'est vraiment la présentation du mauvais élève qui, pendant un certain nombre d'années, a dit qu'il faisait un jumeau numérique et en fait, il faisait un patient virtuel. Alors, à un moment, on s'est dit, tiens, il y a des calls européens sur les jumeaux numériques. On va essayer d'y aller. Et c'est là qu'il a fallu creuser un peu le sujet et se dire, mais finalement, est-ce qu'on est bien, on a décrypté le call, est-ce qu'on est bien dans le coup? Voilà. Et donc, vous le savez peut-être plus que moi, le jumeau numérique, la technologie de base, en fait, c'est pas du tout ce que je viens de vous présenter, c'est une technologie de l'Internet des objets. D'accord? Donc vous savez tout ce que c'est l'Internet des objets. Donc en fait, ce que j'adore, c'est que en fait, finalement, l'Institut Mines Télécom, c'est le cadre parfait, mariage des mines et des télécoms, pour faire du jumeau numérique. Parce que l'Internet des objets, on va lui associer la simulation numérique. Et c'est ça le jumeau numérique. C'est vraiment l'association des deux. Même si au départ, on a plutôt l'Internet des objets, on a des capteurs qui nous donnent une information, et cette information, eh bien en fait, on l'a en temps réel, et après, le modèle numérique, il va nous dire, si, à partir de cette information, il va donner une information sur la physique, sur ce qui se passe au niveau d'un objet. Par exemple, une éolienne, il y a une jauge de déformation dessus, elle nous donne quelle est la déformation de l'éolienne en temps réel, et un jour, on sait s'il faut changer une pale, par exemple. Voilà. On se dit, bah, tiens, on peut peut-être faire ça pour les anévrismes. Donc, mais pour ça, il faut s'intéresser à la mécanobiologie. Voilà. Donc, c'est vraiment le sujet sur lequel on est en train d'aller creuser de plus en plus. Donc, la mécanobiologie, eh bien, il faut descendre d'une échelle déjà, voire de deux. Donc, si on descend d'une échelle, on voit que dans la paroi d'une artère de l'aorte, il y a des cellules. Ces cellules, elles ont un noyau, et le noyau, c'est la tour de contrôle. À l'intérieur du noyau, toutes les décisions sont prises. Est-ce que l'artère va fabriquer des fibres de collagène pour empêcher la dilatation, ou au contraire, est-ce qu'elle va laisser l'artère se dilater, se fragiliser? Okay. Il y a un gène qui s'exprime ou qui ne s'exprime pas, et c'est ça qui va conduire à eh bien, la progression ou pas d'un anévrisme. Et il y a 1000 façons pour empêcher un gène de s'exprimer ou de ne pas s'exprimer. On ne les connaît pas toutes, et nous encore moins. Donc on cherche à les caractériser, donc on commence à développer des collaborations avec des équipes qui nous fournissent des données, cette fois à partir de modèles in vivo, mais animaux, puisque c'est là-dessus, c'est sur les animaux que sont faites la plupart de ces recherches en mécanobiologie. On travaille avec des gens qui ont commencé à expliquer un certain nombre de choses, notamment Jay Humphrey, qui a reçu le doctorat honoris causa de l'IMT, le deuxième et le dernier qui a été à ce jour. Et donc, notre objectif, eh bien, c'est bien de faire un jumeau numérique avec des capteurs à cette échelle qui vont nous permettre eh bien, d'avoir des modèles ici patients spécifiques qui nous disent eh bien, que ce qui se passe à cette échelle qui est mesuré, est-ce que ça fait que l'anévrisme, eh bien, il est en train de se développer, il n'y en aura pas, il n'y en aura jamais, il y en a un demain, voilà, ce genre de choses. Donc, une jauge de déformation qui mesure quelque chose de génétique ou d'épigénétique. Derrière, faut-il changer la pale de l'éolienne? Alors, aujourd'hui, on sait faire de manière beaucoup plus sécurisée grâce à Predisurge. Donc, en fait, j'allais dire, c'est peut-être moins un problème, mais quand même, c'est bien de pouvoir surveiller les patients et de pouvoir, justement, eh bien,
avoir quelque chose de beaucoup plus personnalisé comme prise de la décision. Voilà, donc j'ai essayé de mettre en histoire un peu quelque chose qui en fait repose sur les contributions d'un nombre très important de personnes, et je ne pourrais pas tous les citer ici, mais ils se reconnaîtront pour ceux qui sont dans la salle, et je les remercie. Et puis je termine juste pour dire que je pense que le sujet sera abordé lors d'une conférence qui est organisée prochainement à Paris par VPH. Donc je tiens à signaler que donc, depuis un an maintenant, ou depuis 6 mois, donc l'IMT est donc membre de VPH Institute. Et donc cette conférence, on a la chance en fait qu'elle soit organisée à Paris. On a la chance d'avoir une co-chairman dans la table ronde qui va suivre. Voilà. Donc j'ai quasiment présenté toutes les personnes qui vont participer à la table ronde. Il ne manque plus que Nicolas Villain. Mais voilà, c'était pour donner une idée un peu du chemin qu'on a parcouru pour aller se poser la question du jumeau numérique. Et bon, ben, j'espère qu'en tout cas, ça aura suscité quelques réactions de votre part. Et si on n'a pas trop le temps d'en discuter, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, si vous pensez qu'il y a des collaborations qui peuvent s'établir sur ces sujets avec des personnes qui ont des compétences sur des domaines complètement différents, je pense que c'est vraiment au croisement de compétences qu'on arrivera à faire avancer cette discipline. Voilà. Merci Stéphane. Je propose aux personnes de la table ronde de s'installer. Et pendant ce temps-là, je peux prendre une question. Si une question vous brûle les lèvres sur patient virtuel ou jumeau numérique. Le jumeau numérique est-il forcément temps réel, comme tu avais presque l'air de le dire? Donc, en fait, les échelles de temps vont dépendre des phénomènes qu'on veut étudier. Donc, c'est vrai que pour la biologie dont on parle, l'échelle de temps, on est plutôt entre, enfin voilà, le mois quoi en fait. Au mois près, c'est en temps réel, voilà. Merci. Donc maintenant, je vous propose de switcher sur la table ronde. Et je vais passer tout de suite la parole à l'animateur de cette table ronde qui va se présenter et présenter les intervenants. Bonjour, donc moi je suis Lionel Cavicchioli, je suis journaliste santé pour le média qui s'appelle The Conversation France, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un média qui associe chercheurs et journalistes pour produire des textes qui visent à décrypter l'actualité. Je suis très heureux d'être ici. J'avais écrit une petite introduction sur le jumeau numérique, mais je me rends compte qu'après toutes les très bonnes présentations qu'il y a eu aujourd'hui, vous en connaissez probablement beaucoup plus que moi sur ce terme que j'ai aussi découvert assez récemment. Donc je vais rapidement passer la parole à nos intervenants. De ce que j'en ai compris, il y a deux sortes de jumeaux numériques. Il y a un jumeau qui concerne l'amélioration de l'efficience des process dans les hôpitaux, et puis un jumeau qui est vraiment le double du patient ou d'une partie du patient, comme Stéphane Avril vient de nous l'expliquer. Et donc c'est à ce jumeau-là que cette table ronde va être consacrée. Pour discuter de ces aspects, nous avons la chance d'avoir 4 spécialistes avec nous. Madame Irène Vignon-Clémentel, qui est directrice de recherche à l'INRIA et qui travaille sur toutes les questions liées aux simulations numériques des écoulements physiologiques, parce qu'avant d'en arriver à des applications, il faut évidemment des modèles mathématiques qui sont capables de rendre compte de ce qui se passe dans le corps. À sa droite, voilà, se trouve Nicolas Villain, qui est responsable du Hub AI Paris et du département de recherche France en matière de traitement d'images médicales et d'apprentissage automatique pour Philips. Nous avons ensuite Monsieur David Perrin, qui est CEO de Prélisurge et qui a été donc thésard avec Stéphane Avril. Et enfin, nous avons Arnaud Clavé, qui est consultant en traumatologie et chirurgie orthopédique et spécialiste notamment de la chirurgie du genou. Voilà, donc on va pas passer plus de temps que ça. Je vais immédiatement passer la parole à Madame Vignon-Clémentel en lui demandant
en quoi consistent ces premières étapes? Quelles sont les difficultés pour mettre en place les modèles mathématiques qui vont décrire les systèmes biologiques qu'on a dans notre organisme? Vaste question. Oui. Je vais plutôt parler je vais prendre comme exemple ceux sur lesquels je travaille. Donc, je suis plutôt spécialiste effectivement à la base de mécanique des fluides, donc des fluides qui circulent dans notre corps, le sang, l'air dans les poumons. Et en fait, donc depuis une quinzaine d'années, j'ai essayé effectivement de vraiment travailler sur des données patients pour les incorporer dans nos modèles de circulation. Ce qui n'a pas été très simple. Et donc pour faire des simulations comme Stéphane a montré tout à l'heure, notamment de flux par exemple dans une aorte, on a besoin d'une part d'une géométrie spécifique à chaque patient. D'accord, donc ça c'est issu de l'imagerie. Il faut la segmenter, donc voilà, ça c'est une première étape que j'allais dire dans notre domaine est relativement facile. Après, il y a tout ce qui fait que l'écoulement est physiologique en fait. Et ça, c'est combien de pression on met dans le tuyau en gros. Et ça, ce genre de données, pour les acquérir, c'est plus compliqué d'avoir des données de pression ou de débit, des données donc fonctionnelles. Et ça peut faire toute la différence aussi sur le résultat de la simulation. Ensuite, une fois qu'on a ces données-là, les données patients, en fait, c'est que le début. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que pour les incorporer dans nos modèles, c'était pas si facile. Parce qu'en fait, on n'a jamais les données là où on en a besoin mathématiquement pour nos conditions limites. Donc, il y a eu une dizaine d'années de recherche dans le domaine qui sont faites pour établir des algorithmes pour faire ça. Et puis, au début, quand on a commencé à faire des simulations spécifiques aux patients, c'est-à-dire avec une géométrie de patient réaliste au niveau de pression, etc., on a vu plein de problèmes numériques apparaître avec des divergences de code, etc. Et ça aussi, ça a été un autre pan de recherche qui s'est développé dans la communauté. Et ces problèmes venaient à quel niveau? Enfin, comment est-ce que ça s'est... à quoi est-ce qu'ils étaient dus, ces problèmes de... Alors, ces problèmes de stabilité, c'était vraiment dû au fait que quand on prend des géométries réalistes avec des conditions réalistes, les écoulements étaient plus complexes, avec des tourbillons, des choses comme ça, et que les codes de calcul ne tenaient pas la route pour ce genre d'écoulement. Et donc, en fait, il y a eu besoin de gens d'autres domaines, qui ne soient pas de la biomécanique, mais plus de l'analyse numérique, qui rentrent dans le domaine et qui regardent, justement, essayer de comprendre quel était le problème, comment maîtriser l'énergie, etc. Donc ça, c'est aussi un aspect multidisciplinaire d'aller-retour entre disciplines qui est important. Et les allers-retours avec la clinique se font à quel moment? Alors, donc ça, c'est l'autre côté du grand écart. Donc, j'ai fait pas mal de danse dans ma vie et je ne pensais pas que je devrais faire un grand écart professionnel. Donc, effectivement, une de mes spécificités, c'est que j'essaie de faire le grand écart entre, donc, d'un côté, la partie numérique, la partie biomécanique, et comprendre les phénomènes, etc., et aller jusqu'à la clinique, parce que, in fine, ce qui m'intéresse, c'est de porter toutes ces méthodes à la clinique, qu'elles soient utilisées par des médecins. Et là, donc on en discutait l'autre jour, à mon sens, en tout cas en mécanique des fluides appliqués aux biofluides, il y a un step, un saut à faire encore, c'est-à-dire que la communauté a développé plein de méthodes, de manière générale dans le monde, pas qu'en France, mais l'utilisation par des cliniciens, elle reste encore largement à faire. Donc, Prédiceur, j'ai un bon exemple, mais il faut que le domaine aille jusque-là, sinon le domaine va disparaître, je pense.
Et alors justement, David Perrin, la question que je me posais, c'est qu'est-ce qui fait qu'on arrive à une success story comme Prediceur? Genre, vous avez parlé d'une rencontre tout à l'heure, Stéphane Avril, avec un chirurgien. Est-ce que ça, évidemment, c'est important? Est-ce que pour vous, c'est la condition sine qua non? Ou est-ce qu'il faut que l'outil apporte vraiment quelque chose? Pourquoi dans votre cas, ça a vraiment marché, alors qu'il y a certains cas où c'est plus compliqué? Alors nous, ce qu'on a vu effectivement, c'est que la présence et l'implication du chirurgien était vraiment indispensable. Déjà, dans toute la partie académique qu'il y a eu, qui a donné lieu à la naissance de Predisearch, donc c'est lui qui déjà en fait a orienté les travaux qui étaient menés pour que ça lui serve à terme. Donc il n'aurait pas été présent au début, on n'aurait pas eu l'idée du produit qui a mené à la création de Predisearch. Et ensuite, il a toujours vraiment une importance dans les développements et dans le produit final et ce qu'on va mettre dans le produit, que ce soit en termes de performance, comment est-ce qu'un utilisateur va pouvoir utiliser des simulations numériques qui sont parfois, enfin même très souvent extrêmement complexes. Donc comment est-ce qu'on amène un outil extrêmement pointu à des gens qui n'ont pas forcément l'expérience de ce genre de technologie qui est complètement nouvelle pour elles, avec des contraintes aussi en termes, je pense que c'est l'un des problèmes pour la mécanique des fluides de temps de calcul, c'est-à-dire qu'on est sur des simulations qui sont extrêmement longues, même si dans notre cas en mécanique du solide, ce qu'on fait nous, où on n'a pas encore de fluide, on est sur des temps de calcul de plusieurs heures, mais on n'est pas sur plusieurs jours comme ça peut être en mécanique des fluides. Enfin, voilà, on est... comment est-ce qu'on package tout ça pour qu'il y ait une utilisation simple avec un but vraiment qui serve le praticien? Et ça, c'est la difficulté dans ce secteur, je pense. Ouais. Et quand vous travaillez à développer des solutions, j'imagine que toute la question de la courbe d'apprentissage aussi pour le praticien, parce que vous parlez de temps de calcul, mais il y a aussi le temps d'assimilation de l'utilisation de l'outil et tout ça, c'est des gens qui sont déjà particulièrement chargés au quotidien. Ça, vous le prenez en compte aussi? Vous travaillez avec d'autres personnes pour développer des interfaces plus simples? Alors, ça fait partie effectivement du développement de nos solutions. On en est encore à un stade... on n'est pas sur de la commercialisation à des centaines de chirurgiens. Le transfert technologique aussi, ça prend du temps et c'est peut-être une barrière à ce niveau-là, surtout dans le médical, c'est-à-dire que donc moi j'ai fini ma thèse fin 2015, la société a été montée qu'en 2017, on est en 2019, on n'a pas encore tous les marquages CE, les agréments réglementaires pour avoir un produit qui soit capable de faire tout ce qu'on veut qu'il fasse et qui soit commercialisé. Donc ça c'est aussi une autre difficulté dans ce secteur-là. Mais bien évidemment, à chaque fois qu'on présente nous notre solution, on a vraiment un effort de pédagogie déjà pour expliquer comment est-ce qu'on met de la physique dans un modèle et que c'est pas une simple vidéo, alors peut-être très belle, mais voilà, c'est pas d'animation, ça va au-delà. Donc il faut déjà faire passer ce concept-là. Donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'avoir ce genre de congrès, même s'il n'y a pas de chirurgien. Mais c'est intéressant de partager autour de ça. Et puis après, une fois que le message est passé, voilà, c'est toute l'ergonomie et tout le fait d'arriver à cacher un petit peu ce qui se passe en étant suffisamment transparent pour dire voilà les limitations de nos modèles, mais ce qu'on arrive aussi à faire avec. D'accord. Et justement, ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que vous avez conçu votre application dans l'idée que ça serve à terme aux chirurgiens, c'est pour ça qu'il était impliqué, qu'il s'est impliqué autant. Ça me fait penser à un échange qu'on a eu, Monsieur Clavé, sur les questions d'orthopédie, où vous m'expliquiez que la pertinence de l'outil est importante et qu'en fonction des domaines, ça va changer beaucoup. C'est pas parce qu'on a un modèle que les chirurgiens vont forcément l'utiliser. Alors, clairement, et puis je suis tout à fait en phase avec ce qui a été dit précédemment, il y a un problème de pertinence de l'outil et d'intégration de cet outil dans le workflow au quotidien pour qu'il puisse bénéficier aux patients. On peut avoir la plus belle simulation, le plus beau jumeau numérique, les plus beaux calculs. Si on n'arrive pas à les introduire dans une pratique courante, parce que c'est facile, parce que ça se fait tout simplement, et ben ça va être un échec. Et c'est pour ça que je suis vraiment complètement d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Il faut que ça serve un but précis, il faut qu'il y ait suffisamment de transparence,
mais c'est pas la peine non plus de tout expliciter parce que sinon les gens vont se perdre. Il faut qu'il y ait un accompagnement pédagogique qui soit important parce qu'il y a souvent du côté médical une certaine résistance au changement qui est due aux tâches de la vie quotidienne et le fait d'avoir le nez dans le guidon. Et c'est pas toujours facile d'évoluer dans ce contexte-là. Donc s'il n'y a pas un support pédagogique et un accompagnement pédagogique, ben, ça ne marchera pas. Et je pense à ce qui a été dit un peu plus tôt là, dans la matinée sur les simulateurs, notamment en VR, où on parlait peut-être d'une défiance des médecins ou des chirurgiens par rapport à ces simulateurs. Je ne crois pas du tout que ce soit le cas. Je crois que ça a plutôt été un problème d'intégration de la VR dans le programme pédagogique qui fait que ce sont des outils qui sont restés lettres mortes alors qu'ils auraient pu avoir beaucoup plus de place. Mais c'est vraiment un problème on n'a pas réussi à leur trouver une place dans les curricula des étudiants en médecine ou en chirurgie. Et vous parlez de défiance, est-ce qu'il y a une défiance des médecins par rapport à l'outil en lui-même, le fait de ne pas avoir le patient sous les yeux, de pas être, est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti ça ou... Non, je ne pense pas qu'il y ait de défiance. Il y a plus un problème de comment est-ce qu'on va intégrer l'outil dans le workflow de travail. Un de mes sujets d'intérêt, c'est la navigation chirurgicale. Donc je travaille dessus, je suis un promoteur de la technique. Enfin, des techniques, je pense que c'est vraiment un outil qui est intéressant pour le patient. Et sur la chirurgie du genou, c'est moins de 3% d'utilisation en France. Parce que ça ne s'intègre pas dans l'outil de travail tel qu'il est fait actuellement, que ce soit en termes de facilité d'utilisation, que ce soit en termes de coût. Un simulateur, enfin pas un simulateur, mais un navigateur de chirurgie, c'est 125 000 €, plus les consommables. Donc c'est actuellement, c'est pas pertinent financièrement pour une structure d'investir là-dedans, alors que maintenant on arrive à montrer qu'il y a un bénéfice clinique pour le patient. D'accord. Et justement, donc là jusqu'ici on parlait beaucoup des médecins, mais je vais passer la parole à Monsieur Villain pour ce qui est des patients, parce que c'est un point qu'on avait évoqué qui moi m'avait interpellé, c'est l'idée que ces outils peuvent être aussi utilisés pour les patients, pour remettre un peu le patient au cœur de son propre soin quelque part. Je ne sais pas si vous voulez aborder ce point, mais... Oui, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai qu'on parle de modèles qui sont complexes d'un point de vue numérique, d'un point de vue de la physique, d'un point de vue de la biologie, que même pour les professionnels de santé, ça devient difficile d'appréhender les aspects que les ingénieurs maîtrisent. Donc c'est important de travailler en équipe pluridisciplinaire. Mais je pense qu'à terme, il y a aussi il y a toutes sortes de niveaux de modèles. Quand on parle de ce jumeau numérique, là on parle peut-être d'un patient virtuel très complexe pour une intervention donnée. Mais il y a aussi des modèles beaucoup plus simples qui permettent de faire le suivi des patients. Même des choses comme l'insuffisance cardiaque, si on peut avoir quelques mesures qui permettent de voir l'évolution du patient et que le patient lui-même sache comment il va évoluer, ou même dans le cas aussi complexe de l'anévrisme, si on a des marqueurs ou des capteurs qui sont capables de faire remonter une dérive de l'aorte assez tôt, il y a beaucoup de pathologies pour lesquelles un changement de comportement ou une prise en charge précoce, parfois par des médicaments, mais parfois simplement par des changements d'habitude de vie, c'est assez large. Ça peut aller de fumer ou manger un peu mieux, etc. Enfin, arrêter de fumer plutôt. Donc ces modèles-là, c'est aussi des moyens pour expliquer aux patients avec des choses qui sont parfois plus visuelles, comme des choses anatomiques, lui montrer vraiment son aorte et montrer, par exemple, comment les flux sont perturbés ou comment ça crée l'anévrisme. Donc des moyens qui peuvent peut-être aussi permettre aux patients de comprendre sa pathologie et peut-être de faire des choix plus éclairés. Alors évidemment, quand on est dans des phases très aiguës et que le choix c'est entre la chirurgie ou une intervention percutanée, enfin intravasculaire quand même assez lourde, le choix est limité, mais encore une fois, plus on le prend à l'avance, plus on a des modèles explicatifs basés parfois sur des choses un peu plus systémiques et peut-être un peu moins ponctuelles, donc les deux cohabitent. On peut, en tant que patient, se dire qu'on va pouvoir aussi comprendre un petit peu mieux ce qui se passe et peut-être pouvoir influencer un peu plus sur le devenir de sa santé et peut-être de sa maladie quand on en arrive là. Donc, je pense que ces modèles, ils ont ce potentiel. Aujourd'hui, il y a des versions en effet très complexes, très pointues, et d'autres modèles qui vont interagir pour faire cette vue du patient à différents niveaux, sous différentes facettes,
Et, voilà, et là aussi, il y a beaucoup de complexité parce qu'évidemment, tous ces modèles, chez nous, chez chaque patient, vont interagir. Donc, les côtés cardiovasculaires, les côtés oncologiques quand les patients sont malades, le côté métabolique, etc. Donc, tous ces problèmes, enfin, tous ces systèmes, disons, interagissent. Et quand on voit la complexité d'un modèle pris séparément, voilà, on comprend qu'il y a encore beaucoup de challenges, beaucoup de défis pour avoir une vue globale du patient. Mais pour chaque question, on va avoir des modèles dédiés et qu'il faut bien adapter aux patients et qui vont permettre de répondre à des questions, soit d'évolution, soit de que se passe-t-il de compréhension, soit de choix thérapeutiques. D'accord. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, en fait, je pense que ce qui est fondamental pour avancer à emmener les modèles vers la clinique, c'est qu'il y a des gens qui se mouillent de part et d'autre. C'est-à-dire que moi, je travaille sur la planification d'intervention, entre autres dans le foie, avec le professeur Viver, donc chirurgien à Paul Brousse. Et en fait, donc voilà, je suis allée en salle d'opération un certain nombre de fois, je suis allée voir des transplantations, je suis allée voir des hépatectomies, j'y ai emmené des étudiants. Les étudiants, il faut aussi qu'ils osent faire ça. Tout le monde n'est pas... Ils ont ouvert à... Enfin, il faut tenir psychologiquement quand on n'en a pas l'habitude. Et ensuite, à l'inverse, et même lors d'expériences sur des cochons, l'une ou l'autre, on a dû être le deuxième chirurgien parce que ce jour-là, il n'y avait qu'un chirurgien et donc voilà. Donc mettre les mains dedans. Dans le cochon, faut quand même, voilà. C'est plus très virtuel à ce niveau-là. Voilà, c'est plus très virtuel à ce moment-là. Et à l'inverse, en fait, donc en ce moment, par exemple, je encadre en thèse un chirurgien qui utilise nos codes. Donc dans ces cas-là, c'est un code plus réduit, enfin de modèle réduit. Mais donc voilà, un chirurgien assez ouvert pour prendre en main un code, le comprendre déjà, comprendre ce qu'il y a derrière, et l'utiliser avec ses données patients pour prédire quelles vont être les interventions. Donc il faut des gens qui osent aller se jeter à l'eau de l'autre côté, des deux côtés. Et c'est pour ça que je voulais présenter cette conférence, parce que donc c'est Virtual Physiological Human qui aura lieu à Paris cet été. Et normalement, il y a beaucoup de gens qui font de l'imagerie ou de la modélisation qui viennent. Et nous, là, on veut qu'il y ait des cliniciens. Il y a 25% de cliniciens dans le comité scientifique. Et voilà, c'est là où on va emmener notre domaine aussi, c'est l'interface avec les cliniciens. D'accord. Peut-être, non, mais simplement pour souligner effectivement cet aspect du partage de compétences clinicien-ingénieur en quelque sorte, c'est extrêmement présent chez nous aussi. On a une chirurgienne par exemple qui a elle-même fait une étude clinique en utilisant nos simulations numériques sur une cohorte de patients et maintenant ça devient son sujet de thèse aussi. Donc c'est vraiment un sujet qu'elle prend à cœur et il y a toute une nouvelle génération, on sent, de chirurgiens qui s'emparent vraiment du sujet et qui ont envie de le porter, et parce qu'ils commencent vraiment à voir l'intérêt de la simulation numérique et pour leur pratique clinique et pour leurs patients. Et à l'inverse, nous aussi, on a des ingénieurs et dans leur parcours d'intégration dans notre start-up, pareil, en fait, donc Jean-Noël Albertini, le chirurgien avec qui on travaille, se fait toujours un plaisir de les amener au bloc opératoire pour leur faire comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'ils travaillent et quelles sont les problématiques et ce qu'ils doivent avoir en tête comme challenge à outrepasser pour aider les chirurgiens. Oui, j'imagine que c'est essentiel au moment de la conception, il faut savoir à qui on s'adresse et comment la personne va l'utiliser, à quel moment. Moi, une question que je me pose, c'est par rapport à... On parle beaucoup en ce moment de biais des algorithmes, on parle beaucoup de qualité des données aussi, et toutes ces questions-là, je me demande comment elles sont prises en compte quand on design un modèle. Je pense, là, quand vous mettez en place un modèle numérique, vous appuyez sur énormément de données, j'imagine, parce que l'idée c'est d'obtenir, vous me corrigez si je me trompe, mais c'est d'obtenir une déviation à la norme quand vous rentrez les données d'un patient, donc vous avez besoin d'un référentiel qui s'est appuyé sur beaucoup de données au départ. Et il y a eu ces dernières années pas mal de polémiques entre guillemets sur la qualité des données de la recherche, justement, qui exclut toute une partie qui est en général plutôt masculin. Les gens qui sont inclus sont plutôt masculins d'un certain âge. C'est un des biais, il y en a d'autres. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous adressez, que vous essayez de prendre en compte dans les modèles, ou est-ce qu'on n'en est pas encore là? Est-ce qu'à terme ce
c'est pas une question piège, hein, c'est simplement pour je sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus. Je peux peut-être parler. Là, quand on parle de ces modèles physiologiques ou biophysiques, numériques, c'est quand même des approches qui sont différentes de ce qu'on fait beaucoup aujourd'hui en intelligence artificielle, qui sont vraiment basées sur de l'apprentissage sur des grands nombres de données, où là, les biais sont souvent cachés, et en effet, quand les populations sont très grandes et pas très bien choisies, il peut y avoir des effets, surtout que ces modèles ne sont pas très faciles à expliquer. Donc c'est vraiment c'est un petit peu des boîtes noires, bon j'exagère, il y a un peu des moyens de regarder dedans, mais ces modèles biophysiques sont quand même, on peut expliquer, c'est des comportements physiques qu'on connaît bien. Ce qui est plus difficile souvent dans ces modèles, c'est de mesurer les paramètres du patient lui-même. Donc c'est beaucoup plus facile, étrangement, de simuler un avion qui a l'air complexe, parce qu'on connaît parfaitement tous les matériaux, toutes les pièces, toutes les formes, etc. Et c'est beaucoup plus dur pour un humain dont on ne connaît pas exactement l'élasticité de la paroi de l'aorte en chaque point, ni sa forme exacte, même si l'imagerie permet de remonter à ça. Donc il y a des difficultés, en effet, quand on veut faire la validation clinique de ces modèles, voilà, de bien le valider sur des populations représentatives, en effet. Mais dans les modèles eux-mêmes, il y a quand même une certaine robustesse qui est liée au comportement physique, qui, eux, bon, on l'espère, sont bien maîtrisés. Et donc, bon, ça s'applique aussi bien peut-être à une femme qu'à un homme. Donc si on connaît qu'il y a des mécanismes différents, il faut en tenir compte, mais dans beaucoup de cas, l'écoulement des fluides ou la mécanique ne va pas changer. Il peut y avoir des choses différentes, des pressions, des choses qui physiologiquement sont différentes et vont avoir du coup un impact différent. Et c'est bien d'avoir des sujets représentatifs, mais encore une fois, il ne faut pas mélanger, je pense, dans les approches qui sont plus apprentissage statistique basé sur voilà, des grandes cohortes, ce qui est un peu l'intelligence artificielle aujourd'hui, et ces modèles qui peuvent être complémentaires mais qui sont un petit peu plus biophysiques. Donc, voilà, parce que dans le cas de ces modèles-là, on utilise des données de combien de patients à peu près, pour avoir un ordre d'idée. Dans les données biophysiques, vous voulez dire ? Oui, pour ce genre... Alors, ça dépend. En fait, l'accès aux données est compliqué. Dans pas mal de projets dans lesquels j'étais impliquée, même des projets transatlantiques avec plusieurs hôpitaux, etc. Au début, on nous promettait l'accès à une centaine de patients. Donc ça, c'était pour des maladies congénitales cardiaques, par exemple, où il n'y a pas quasiment, il n'y a pas deux patients qui se ressemblent. Donc c'est important de prendre en compte les données spécifiques aux patients. Et en fait, effectivement, il y a eu énormément de pertes en ligne, j'allais dire, parce que si on enlève, enfin, en enlevant en fait toutes les données incomplètes, à la fin, on divisait par 10 le nombre de données qui étaient effectivement utilisables. Donc en fait, nous, dans nos modèles, on fait ce travail de nettoyage, disons, en amont en général. Mais c'est là où bon, l'accès à des grandes données peut peut-être dans le futur compléter, justement, aider à compléter ces données incomplètes. Dans d'autres pathologies, c'est un petit peu plus facile d'avoir accès à plus de données. Mais là encore, le fait que ce soit souvent en pratique, il va y avoir un problème sur une donnée de pression, par exemple. Du coup, voilà, on va dire, du coup, on ne va pas utiliser ce patient-là. C'est un vrai problème. D'accord. Et j'ai une autre question sur les données, puis après on va arrêter avec les données, mais c'est la question de tout ce qui est données non médicales qui peut être collecté par on parlait tout à l'heure de l'Internet des objets, mais par des objets connectés, Est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce que c'est des choses qui, à terme, pourraient être intégrées dans ce genre d'approche, ou c'est des choses complètement différentes qui permettent de faire d'autres choses, mais qu'on... Donc c'est une très mauvaise question. Non, je pense qu'en effet, ça peut s'intégrer. Ça dépend un peu de la phase dans laquelle se trouve le patient. En effet, quand on est dans des phases plus aiguës, on va faire beaucoup d'examens assez lourds, de l'imagerie, donc anatomique, fonctionnelle. On va essayer de mesurer beaucoup de choses à un moment donné. Et voilà, on va prendre une décision, un diagnostic, un choix thérapeutique. Mais soit avant, si on parle de prévention, soit dans le suivi des maladies chroniques, on ne va pas pouvoir refaire le même genre de mesures très extensives
voire même parfois des mesures qui sont invasives. On va aller mesurer des pressions à l'intérieur, etc. Donc ça, on ne va pas pouvoir le faire de façon continue. Donc c'est là qu'on peut prendre le relais avec des outils, un peu comme le capteur sur l'éolienne. On va avoir certaines mesures partielles qu'on peut répéter. Et donc là, les objets connectés peuvent jouer ce rôle de suivi. Mais voilà, il faut prendre le relais avec d'autres types de modèles, peut-être des modèles d'évolution ou des modèles prédictifs quand c'est des patients à risque, peut-être qu'on cherche à suivre. Donc c'est complémentaire. Et dans les phases aiguës, peut-être qu'il y a aussi d'autres types de capteurs qui jouent un rôle aujourd'hui. Je pense que c'est beaucoup l'imagerie et les capteurs, ils ont des mesures de paramètres physiologiques qui jouent un rôle dans cette phase-là, mais encore une fois, dans les autres phases, avec d'autres types de modèles, un peu plus de suivi, c'est assez complémentaire. Et encore une fois, il n'y a pas un seul modèle, il n'y a pas non plus une seule phase et un seul type de pathologie. Donc il y a des progrès qui se font beaucoup dans le domaine cardiovasculaire, parce que les modèles mécaniques sont relativement bien connus, j'allais dire. Après, il y a toutes sortes de modèles en neuro, en oncologie, d'autres types de modèles aussi plus ou moins complexes qui ont aussi des dynamiques qui peuvent être différentes. Donc là, on parle beaucoup de physique des solides et des fluides dans les vaisseaux, voilà. Mais il y a d'autres types de modèles qui sont différents et dans lesquels on peut avoir aussi d'autres types de mesures qui sont basées sur parfois le comportement pour la neurologie ou sur pour l'oncologie, peut-être d'autres marqueurs sanguins, etc., avec peut-être des objets connectés qui vont faire du suivi comme ça. Donc voilà, c'est un champ très très varié et il y a beaucoup de modèles qui peuvent s'appliquer. D'accord. Je vois que l'heure file, je vais passer la parole à la salle, si vous voulez poser des questions aux différents intervenants. Ça fait une vingtaine de minutes d'échange. Voilà, je pense que c'est le moment. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour. Sur l'ensemble des sujets qui ont été évoqués, on voit que c'est beaucoup des simulations autour de la physique, mécanique des fluides, toutes ces choses-là. Est-ce que vous voyez des choses sur des approches plus modélisation de la biologie et quelles en seraient les limites ? Alors, donc moi, je travaille avec un collègue, Dirk Drazo, qui travaille sur des modèles multicellulaires. Donc, qui modélise chaque cellule de manière unique et ensuite elles interagissent entre elles. Donc ça, c'est au niveau microscopique, au niveau du foie, donc l'unité fonctionnelle du foie. Donc ça, ça dépend ce que tu appelles biologie. En fait, plus physiologique que morphologique, anatomique et mécanique. En fait, dans ce type de modèle, il a par exemple tout le côté intracellulaire. Du coup, il y a à la fois, par exemple, tout ce qui va piloter la prolifération cellulaire, etc. Et du coup, il peut modéliser comment se fait la régénération du tissu du foie. Et donc, on étudie, par exemple, comment ça altère aussi la microcirculation, donc l'hémodynamique au niveau microcirculatoire dans ce contexte. Et c'est le commentaire que j'avais en tête tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a une présentation sur l'ammoniac par l'haleine. Donc effectivement, ça a été mentionné comme étant un marqueur de problèmes du rein, mais aussi du foie. À terme, moi, je rêverais d'arriver à faire le continuum entre l'hémodynamique macro, la fonction du foie et un capteur qui donne le suivi patient par de l'haleine. Ce serait... oui, ça fait le continuum en fait entre les différents modèles de l'organe qu'est le foie. Mais on va être sur des niveaux de complexité du vivant qui font que ça va être beaucoup plus difficile. On est sur des modèles qui sont intrinsèquement non déterministes. Alors après, il y a peut-être des choses qu'on peut pas aller sur des modèles de prédiction, des choses comme ça. Alors dans les modèles multicellulaires. Il y a déjà du stochastique, puisqu'effectivement, dès qu'on modélise des populations de cellules, il faut prendre en compte le caractère stochastique. Donc ça, c'est déjà pris en compte, ça existe déjà. Mais effectivement, c'est une complexité de plus, mais on n'y coupe pas, la biologie.
Une question. Merci. On avait évoqué le rôle du médecin, de l'implication du médecin dans le développement de ces modèles ou de la transition, enfin le dialogue entre ingénieurs et le monde médical. Et j'ai l'impression d'avoir vu, c'est ce que j'ai connu aussi dans mes expériences, en fait les médecins qui s'intéressent sont ceux qui s'intéressent à la recherche. Et est-ce qu'il y a moyen d'intéresser les autres qui font plus la clinique? Est-ce que c'est par l'enseignement en médecine ou est-ce qu'il y a d'autres moyens? Parce que sinon, je crains que ça peut rester assez limité en fait. Donc du coup, la transition des technologies dans le monde médical, ça peut avoir un frein. Alors oui, hein, c'est évident, c'est la pédagogie qui permet de faire passer le message. Et cette pédagogie, il faut qu'elle soit construite, mais il faut qu'elle soit construite en amont, à savoir que dans les études médicales, il faut probablement une exposition un peu plus importante et peut-être un peu plus obligatoire au monde de la recherche. Parce qu'actuellement, les seules personnes qui sont un petit peu exposées au monde de la recherche dans les études médicales, ce sont ceux qui se vouent à une carrière hospitalo-universitaire ou universitaire. Et donc c'est un très petit contingent des étudiants. Quand on compare par exemple avec le Royaume-Uni, au Royaume-Uni, il y a énormément, en tout cas sur mon domaine d'activité, de cliniciens qui ont fait des masters ou des thèses de sciences et qui pour autant sont des gens qui vont travailler en clinique et qui toute leur vie vont ne faire que poser des prothèses de genoux et vont peut-être plus jamais refaire de recherche derrière, mais au moins ils y ont été exposés. Donc ça c'est évident qu'il faut passer par la pédagogie et après il faut que cette recherche elle apporte aussi à l'étudiant qui se sente valorisé et qui puisse arriver à nouer des contacts et y trouver aussi sa place, parce que si c'est que l'obligation en médecine aller pipeter des cellules tous les week-ends dans un laboratoire, c'est sûr que très rapidement c'est voué à l'échec. Et peut-être aussi, les cliniciens, effectivement, ils sont, enfin, c'était très bien dit, ils sont la tête dans les guidons, ils n'ont pas forcément le temps de voir ce qui se passe, ils ont autre chose à faire, il faut qu'ils s'occupent de leurs patients. Donc il y a un peu deux vecteurs aussi. Alors l'éducation, voilà, enfin, c'est évident et il faut le faire. Après, ce qu'on voit, voilà, c'est que c'est en train d'arriver. Et même dans la clinique, enfin, par exemple, j'ai en tête une société qui s'appelle Heartflow aux États-Unis. Voilà, enfin, c'est un peu elle qui est en train aussi d'amener la simulation numérique. C'est-à-dire que c'est une société qui permet d'éviter une coronographie au moyen de la simulation numérique. Et donc là, il y a une telle valeur ajoutée en quelque sorte que ça y est, les cliniciens, ils ont basculé. Et maintenant, aux US, bah, c'est ça qu'ils utilisent et c'est plus leurs anciens examens. Donc dès qu'on arrive à montrer aussi qu'on a une valeur ajoutée au travers d'études cliniques et qu'on fait un produit qui est vraiment tourné pour les cliniciens et qui leur apporte de la valeur ajoutée, derrière, voilà, enfin, les chirurgiens ne sont pas plus bêtes que les autres et ils vont s'emparer des outils s'ils sont bien faits. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il y a des vecteurs de diffusion. Nous, c'est un petit peu le chemin qu'on prend aussi. C'est qu'il y a des acteurs qui sont déjà implantés, qui ont déjà des parts de marché énormes, qui ne sont pas forcément toujours très innovants à la base, mais voilà, qui peuvent se faire aussi vecteurs de l'innovation. Donc typiquement, pour nous, sur les anévrismes de l'aorte, il y a des fabricants de prothèses. Et voilà. Pour nous, petite start-up, c'est une opportunité parce que ça nous ouvre des marchés. Et aussi, bah, ça nous fait, voilà, ça nous permet de toucher beaucoup de chirurgiens si eux, en quelque sorte, apportent notre technologie aux cliniciens et disent bah, regardez, voilà ce qu'on peut faire avec la simulation numérique maintenant. Et voilà, petit à petit, je pense qu'il va y avoir un petit effet boule de neige, le message commence à passer et on commence à convaincre de plus en plus de gens. Donc effectivement, une société comme Heartflow, enfin je travaille un petit peu avec eux, c'est une très bonne chose dans notre domaine. Je pense que, enfin, dans mon expérience, en fait, dans tous les projets dans lesquels j'ai travaillé, c'est toujours les cliniciens qui sont venus à moi, en fait. C'est jamais moi qui suis allée voir un clinicien. Du coup, ils étaient
par définition ouverts à ce monde. Et après, ce que j'ai vu, c'est que quand on commence à avoir des résultats qui veulent dire quelque chose, qui peuvent aider, etc., on voit un peu les yeux s'allumer chez leurs collègues. Ah, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi utiliser ces outils, etc. Donc je pense que effectivement, ça passe par des cliniciens qui, à la base, sont ouverts à ce monde. Et après, ça dissémine autour. Ça va se faire, je pense, naturellement. Après, d'un point de vue entreprise, le vrai challenge quand on a un produit, c'est aussi qu'on arrive à, c'est Hardflow qui m'expliquait ça, aller jusqu'à avoir le remboursement en fait du produit. Et donc ça, c'est encore une étape différente d'arriver à ce que les décideurs à ce niveau-là aussi changent d'avis. Donc il y a beaucoup d'étapes. Pour revenir sur le vecteur industriel, c'est sûr que le vecteur industriel, c'est un vecteur qui est important parce que c'est lui qui a la diffusion auprès des institutions cliniques, qui a la possibilité généralement d'obtenir le remboursement. Par contre, ça peut être à double tranchant. En orthopédie, on l'a très bien vécu avec les navigateurs et là, ce qui est en train de se passer avec les robots pour la chirurgie du genou, à savoir qu'il y a eu des recherches tant que toutes les grosses majors n'étaient pas équipées de produits. Et puis le jour où toutes les majors ont eu leurs produits, toute la recherche est arrêtée et on est finalement resté à un peu des versions préliminaires de ce que ça aurait pu être, parce qu'en fait, elles se sont toutes neutralisées au niveau marketing. Et au final, ce qui les intéressait, c'était qu'elles puissent proposer un produit, parce que la société concurrente était capable d'en proposer un aussi. Mais c'est pas aller plus loin. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'avais une question, mais qui repart un peu sur l'aspect recherche et qui prolonge dans une certaine mesure celle d'Enguerrand. Si je pense qu'ont expliqué à la fois Stéphane et Irène, on voit bien que quand on parle de faire un double numérique, on va depuis l'échelle microscopique jusqu'à une échelle méso ou macro, le corps entier, avec des interactions entre les différents niveaux de modélisation qu'on peut avoir. Et ces interactions, on peut les considérer d'un point de vue strictement numérique, comme on peut les considérer, j'espère, d'un point de vue médical, une connaissance médicale. Et la question que je me posais, c'est est-ce qu'actuellement, si on aborde un corps humain de cette manière-là, le corpus qu'on a de connaissances médicales permet de complètement aborder les interactions entre les échelles, ou est-ce qu'on en est essentiellement à de l'interaction numérique entre les différents niveaux qu'on considérera ? Peut-être Stéphane du complétera, mais donc pour parler du foie, par exemple, et de la circulation, en fait, je pense pas que tout est connu dans l'interaction entre les différentes échelles d'un point de vue physiologique. Donc il y a de la vraie recherche fondamentale qui manque. Souvent, cette recherche fondamentale, elle se fait sur des animaux qui ne sont pas forcément comme des humains d'ailleurs. Enfin, le passage animal, petit animal, gros animal, et puis gros animal, humain, c'est des passages qui ne sont pas évidents. Et la simulation peut aider à ça d'ailleurs, à comprendre ces passages-là. Et puis une complexité additionnelle, c'est qu'en général, ce n'est pas les mêmes types de médecins qui vont être experts d'une échelle. Donc par exemple dans le foie, au niveau micro et fonctionnel, c'est plutôt les hépatologues qui vont être des experts. Au niveau organe entier, c'est plutôt donc les chirurgiens. Et ils ne vont pas du tout avoir les mêmes préoccupations. Donc c'est pas forcément évident que tout ce monde-là interagisse des deux côtés. Et aussi pour nous de comprendre la connaissance qui existe aux différentes échelles, sans se perdre en fait, voilà, parce que les modèles intracellulaires, il y en a des milliers. Voilà, donc. Et c'est un peu complémentaire, mais est-ce que les aspects psychologiques sont pris en compte aussi ? Enfin, on sait que l'état d'une personne influe aussi sur sa physiologie. C'est encore autre chose. Là, on est vraiment sur de la physiologie pure. Il n'y a pas encore de modèle qui. Alors,
moi, dans mon type de modèle, on ne prend pas du tout ça en compte, mais après, il y a des travaux aujourd'hui qui ont été un peu évoqués là-dessus. Par contre, ce qu'on peut prendre en compte, c'est des variations, et c'est relié à l'état psychologique. Par exemple, des variations de rythme cardiaque, ça, on les prend en compte dans nos modèles. Des variations de pression ou de débit, par exemple, quelqu'un qui va avoir une activité de sport ou en état de stress, par exemple, quand on injecte des vasodilatateurs, donc ça, on peut le prendre en compte. Donc, ça fait partie de l'humeur, en quelque sorte. Et après, ce qui peut se passer dans une opération aussi, c'est... il peut y avoir des pertes sanguines, des infusions, donc des conditions chirurgicales qui changent, et ça, on les prend aussi en compte. Et peut-être un autre commentaire sur ce point-là, c'est que, bon, d'une part, souvent on modélise un peu ce qu'on connaît, mais aussi ce qu'on peut mesurer. Et quand on n'a pas du tout de moyens de mesurer, donc par exemple, l'état psychologique, aujourd'hui, on ne saurait pas bien, par exemple, comment le mesurer. Donc faire dépendre des modèles de ça, je suis assez ouvert à savoir comment le mesurer. Mais c'est vrai que c'est un des problèmes qu'on voit souvent dans les modèles, c'est que, par exemple, l'imagerie, je reviens un peu à l'imagerie que je connais bien, ça permet de vraiment... vérifier les d'un patient ou n'importe quelle mesure qu'on va pouvoir faire sur le patient va permettre de s'assurer que notre modèle, avec tous ces paramètres et justement toute cette complexité, on va pouvoir l'assimiler, le fitter au patient à un instant T dans des conditions données. Et c'est sûr que si certains des paramètres qu'on ne contrôle pas bien varient et qu'on ne sait pas les mesurer ou qu'on n'a même pas pensé que ce paramètre pouvait influencer, voilà, le modèle peut soudain ne plus être du tout adapté. Et des choses peut-être qui sont vraies avant et après l'intervention ne seront plus du tout les mêmes. Donc c'est vrai que c'est une des difficultés des modèles et c'est important de coupler modèle et mesure, je pense, pour l'humain, pour être sûr qu'on ne dérive pas trop. Donc tous les modèles aussi ont leur plage de validité et bon, plus on s'éloigne de cette plage, moins ils seront fiables. Donc rajouter plus de mesures, penser à quels critères peuvent influencer, ça fait partie aussi de la recherche et chercher ces paramètres-là, mais aussi à chaque fois si on veut que ces modèles aient une application en pratique et pas uniquement dans la connaissance ou dans l'interprétation de choses, mais vraiment pour un patient donné dans ces conditions données. Là, il faut vraiment que l'adaptation au patient soit très exacte, enfin la plus exacte possible. Et ça, c'est une deuxième difficulté qui n'est pas juste celle de la modélisation, mais aussi de l'adaptation au patient. Des questions ? Moi, j'en ai éventuellement une, s'il n'y en a pas dans la salle. C'est plutôt une question en termes de business model et d'un point de vue économique. Donc on est peut-être, j'ajoute le peut-être, à l'aube d'une révolution pour les prochaines décennies, avec ce jumeau numérique qui pourrait remplacer un certain nombre de diagnostics ou d'examens médicaux. Donc comment les industriels voient ça en termes d'opportunités ou de risques? On peut remplacer quelque part des marchés en termes de DM ou d'instrumentation qui peut être très coûteux, en termes plutôt d'un marché de services, de simulation et de prédiction numérique. Comment c'est envisagé, perçu? Est-ce que c'est de la science-fiction? Ça se fera par petites touches? Quelle est votre vision? Et alors, si je peux me permettre aussi, moi je me posais la question de savoir s'il y avait des nouveaux entrants. Enfin, je pense évidemment aux GAFA, mais à d'autres sur ce type de modèles. Alors sur les modèles, donc là on est sur du numérique. Donc en fait, il y a plein de business models, il y a un peu tout à inventer. On va dire, en termes de diffusion, ce qui reste vraiment le mieux pour des startups ou des grands groupes, ça reste le remboursement. Parce que là, on a un prix, on sait qu'il y a un acte à côté. En tout cas, pour des simulations telles que les nôtres, ou pour un patient donné, en fait, on va utiliser le numérique, alors soit pour de la planification, soit pour du suivi, enfin voilà. Mais quand on va suivre un patient, si on peut avoir un acte associé à l'utilisation du numérique, en termes de diffusion, aux États-Unis, tous les cliniciens justement vont se dire c'est remboursé, donc en termes financiers, c'est bon pour mon hôpital. C'est que ça a été démontré aussi qu'il y a une valeur, un bénéfice clinique et économique aussi pour la société. Donc tout ça fait que c'est diffusé, et donc c'est à la fois bon pour les sociétés et pour les
pour les patients. Après, voilà, si on n'a pas le remboursement, nous c'est un peu le modèle qu'on a actuellement, c'est qu'on est sur du pay-per-use. Donc en fait, pour un patient, si on doit faire une simulation pour de la planification, on va faire payer, c'est une sorte d'acte, mais qui n'est pas remboursé cette fois-ci. Après, il y a des modèles beaucoup plus traditionnels de licence aussi. On installe un logiciel qui permet de faire certaines choses. Mais voilà, il y a, tout ce que vous pouvez voir vous en tant qu'individu. Comme business model en allant sur le web, voilà, il y a à peu près tout ça qui s'offre au final. Moi, je vais peut-être dire un mot. C'est sûr que ce modèle-là, c'est le modèle Artflow. C'est plus le modèle pharma, je dirais. C'est une mise sur le marché avec un remboursement et un produit séparé. Mais je pense que c'est pas nécessairement le même modèle. Et on a parlé tout à l'heure des fabricants de prothèses ou des fabricants d'imagerie qui pourraient... Nous, on voit que c'est quand même très difficile de vendre des logiciels séparément. Donc vraiment, le Graal du remboursement pour le logiciel qui remplace... Il faut voir que dans le cas de Artflow, c'était déjà, disons, un marqueur qui préexistait, un biomarqueur, disons, qui préexistait, qui se mesurait avec des capteurs invasifs, disons, et remplacer ça, c'est sûr que c'était un bénéfice... je dirais pas facile, mais bon, qu'on pouvait démontrer peut-être plus facilement que dans d'autres cas où les marqueurs biologiques qu'on va chercher à montrer, le bénéfice va être un peu plus indirect. Donc bon, je pense que c'est très bien et c'est un exemple, un modèle, mais c'est probablement pas le seul. Et justement, améliorer la prise de décision, justement le coupler à le choix thérapeutique ou coupler avec le suivi du patient, ça va être peut-être une partie d'une solution. Qui ne sera pas uniquement le logiciel tout seul, parce que évidemment, voilà, on aura besoin peut-être de connaître un peu le dispositif associé, quel type d'intervention, etc. Donc, je pense qu'il y aura d'autres modèles un peu couplés. Et en effet, dans les nouveaux entrants, c'est beaucoup les startups qui prennent le risque, qui connaissent bien un domaine et qui font progresser. Après, je pense qu'elles aussi, elles auront des modèles différents, soit d'aller toutes seules sur le marché, de s'associer, de faire etc. Donc, voilà, il n'y aura pas qu'une seule réponse, mais ça reste un challenge, je pense, de vendre des solutions purement numériques. Justement, bien que ce soit un bénéfice peut-être pour le système de santé, parce que virtuellement, ça coûte moins cher, il y a quand même des coûts associés, on ne peut pas non plus les donner gratuitement. Donc, voilà, il faut justifier ça, il faut avoir des preuves cliniques ou des preuves de bénéfices, voilà, que ce soit d'une façon ou d'une autre, et c'est ça qu'il faudra vendre. Voilà. Et juste pour finir, parce que c'est vrai, effectivement, aussi, pour nous, on s'associe notamment, en tout cas on fait le maximum pour s'associer avec des fabricants de prothèses et qui en fait voient dans ce qu'on propose un service associé à leur DM. Et voilà, en termes de business model, voilà, ça c'en a un de plus. Et il y a vraiment beaucoup de choses à défricher, c'est assez libre. Et d'ailleurs, en termes de business model, j'imagine qu'on peut trouver d'autres usages à ces modèles aussi. Je lisais dans un des articles d'ailleurs sur votre site, je crois, qu'on pouvait aussi, la FDA autoriser la validation des prothèses, justement de la mise sur le marché en utilisant des simulations numériques. Ça aussi, c'est quelque chose qui pourrait se développer comme business model pour à côté d'autres choses. Oui, tout à fait. Il y a l'FDA effectivement qui pousse de plus en plus à utiliser la simulation dans la conception de nouveaux dispositifs avant d'aller sur le marché et de remplacer donc des études sur animaux ou sur l'humain, de limiter en tout cas un maximum ces études-là. Et le numérique permet de faire cela. Donc là aussi, voilà, il y a plein de choses à explorer. Comment est-ce qu'on accompagne des grands groupes, notamment, à mettre sur le marché de nouveaux dispositifs au moyen de la simulation, et peut-être comment est-ce que la simulation peut suivre ensuite le DM une fois qu'il est sur le marché pour soit aider à sa pose, soit faire du suivi d'incidents de pause, essayer d'avoir de l'analyse donc tout ce qui est post-market surveillance en fait. Là aussi il peut y avoir de l'utilisation de la simulation numérique et on voit que la simulation numérique peut impacter vraiment toute la chaîne en fait, tout le cycle de vie des DM. Merci. On a peut-être le temps de prendre encore une question si on a encore une. Sinon, oui.
Oui, moi j'avais une question qui était liée au modèle économique, puisqu'on a beaucoup débattu de la validation clinique, et c'était le modèle économique des systèmes de santé et des hôpitaux qui n'a pas été discuté. Et finalement, aujourd'hui, si on valide la clinique, on valide que ça fonctionne, on valide que le personnel médical et le patient voient le bénéfice, comment est-ce qu'on peut valider que l'hôpital, le système de soins perçoit ce bénéfice, et est-ce que les jumeaux numériques de l'hôpital pourraient finalement modéliser l'impact médico-économique et quelles incidences l'innovation qui est apportée dans l'hôpital va avoir sur l'organisation globale en termes de ressources humaines, matérielles et de changements dans la manière de traiter la maladie et le patient. Je suis pas sûre qu'on soit expert dans le panel sur ce sujet. Mais est-ce que ces par questions-là, elles sont abordées dans vos réflexions quand vous interagissez avec des hôpitaux, par exemple, et des cliniciens? Alors, je sais que, moi, j'ai participé à un dépôt de RHU où c'était une des composantes, et il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus. Je sais à Centrale Supélec, par exemple, et il y avait une représentation aujourd'hui qui était aussi sur ces aspects-là. Donc ça, c'est sûr que c'est important. Un autre bénéfice que je vois dans mon expérience depuis peu, c'est par exemple en chirurgie du foie, il y a une nouvelle idée de chirurgie qui a émané d'un pays, la Norvège ou la Suède, je ne sais plus. Et en fait, donc cette idée est a priori une bonne idée, mais bon, elle ne peut pas être testée facilement pour des questions éthiques ou voilà. Donc elle a été testée, je crois, sur 5 patients dans le monde ou quelque chose comme ça, donc il y a très peu de données. Et nous, avec le modèle, on arrive à comprendre comment elle pourrait être bien utilisée, parce que si c'est pas adopté, c'est que voilà, il y a des histoires d'optimisation ou que, c'est bon dans une certaine marge. Et donc le modèle peut aussi aider, à défricher en fait des nouvelles idées. Et donc, apporter de l'innovation, et ça, c'est bon pour le patient aussi, c'est bon pour les cliniciens, mais c'est encore plus en amont, j'allais dire, c'est-à-dire d'essayer de donner des outils aux cliniciens qui ont des nouvelles idées, d'aller les tester dans des cas où il n'y a pas vraiment de modèles animaux de ces maladies. C'est un autre type de réponse, disons. De plus en plus, actuellement, en recherche clinique, on a des scores médico-économiques, notamment les QALY, pour évaluer la pertinence médico-économique des nouveaux dispositifs ou des nouveaux traitements. Donc on peut tout à fait imaginer intégrer ce système de scoring dans des jumeaux numériques pour en tout cas espérer avoir une prédiction d'une action sur le plan médico-économique, effectivement. Mais ça reste encore compliqué, et même en termes de recherche clinique, c'est assez balbutiant, parce qu'il y a quand même beaucoup de paramètres qui rentrent en compte et qui sont difficilement mesurables. On va penser par exemple les arrêts de travail, les nombres de séances de kiné par exemple après une intervention chirurgicale, et tout ça sont des choses pour lesquelles on a du mal à avoir un retour d'information qui soit vérifiable et fiable. S'il me reste 2 minutes, peut-être pour ajouter, il y avait beaucoup d'éléments dans la question. Alors, comme on n'est pas expert, mais on va juste peut-être répondre à chaque. Pour l'instant, là, les modèles les doubles numériques des hôpitaux qu'on a vus, c'était plutôt les aspects opérationnels qui étaient traités. Et c'est vrai que c'est difficile de modéliser les aspects médico-économiques à l'intérieur, je pense, pour l'instant. Mais vouloir prouver le bénéfice médico-économique, c'est encore une fois beaucoup lié au modèle de vouloir demander un remboursement. Et en France, en particulier, avec un système très centralisé de la sécurité sociale, etc. Donc, dans d'autres pays, les hôpitaux sont beaucoup plus pragmatiques, et s'ils voient le bénéfice chez eux, parce que ils ont une dépense moindre en device, parce qu'ils ne sont pas obligés d'en mettre 2 pour trouver le bon qui va bien, ou j'exagère un peu, mais disons que s'ils voient un bénéfice directement dans leur pratique, ce qui est plus facile à montrer peut-être qu'à l'échelle de la France, avec d'autres effets indirects sur l'assurance maladie, ils peuvent les adopter beaucoup plus vite. Donc on sait qu'il y a des pays qui vont adopter beaucoup plus vite ce genre d'innovation, quelle qu'elle soit, et qu'en France c'est un peu plus compliqué. Mais encore une fois, c'est un des modèles, et l'autre modèle, c'est aussi de prouver le bénéfice directement en l'associant à d'autres choses,
dans des choses qui sont déjà remboursées ou dans, encore une fois, un bénéfice que même l'hôpital peut voir aujourd'hui en termes de, voilà, peut-être son personnel, des choses directes, mais pas nécessairement pour en avoir un remboursement. Vraiment un bénéfice plus direct en temps de procédure, etc. Donc il y a certains points de dépenses dans l'hôpital, disons, qui sont très cruciaux, et si on montre des bénéfices sur ces points-là, ça peut avoir un impact, mais encore une fois, c'est très différent pour un hôpital public universitaire et une clinique privée, et dans d'autres pays que la France, par rapport à la France. Donc là, il n'y a pas une seule réponse non plus pour ça. Merci, je pense qu'on arrive au terme de cette table ronde. Pour ceux qui veulent partir prendre le train pour Paris, vous devriez l'avoir. Donc je vais peut-être juste merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec Bernadette, nous souhaitons remercier donc, à la fois les intervenants de la table ronde et tous les orateurs de la journée. Je voulais aussi vous remercier de vous être déplacés à Saint-Étienne pour la première édition en région de ce 11e colloque IMT. Et on espère qu'il y en aura d'autres. On est tout à fait prêts à se déplacer, etc. Et donc on vous souhaite bon retour. Petit point technique, allez chercher vos affaires. Pour ceux qui sont intéressés, une navette en bus vous attend vers 17h10 Conforiel. Et si vous pouvez déposer votre badge, soit là-haut, soit à l'accueil, ça serait génial. Bon retour à tous. Moi, je veux juste rajouter un petit mot pour remercier tous les locaux et tous les gens qui ont permis que cette journée se passe très bien à Saint-Étienne. On a eu un peu de pluie, mais c'est fini. Et donc, encore une fois, merci beaucoup pour l'organisation, mais pas seulement pour l'organisation, pour l'accueil et pour tout le travail qui a été fait pour préparer cette journée. Merci encore à tous, et bon retour.